Donc, je m'appelle Nicolas Bernard, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne occidentale. Je travaille dans le cadre du département de géographie et je suis rattaché sur le plan de la recherche au laboratoire géoarchitecture. Donc, mon domaine de spécialité, c'est la géographie du tourisme et des loisirs. Donc, c'est un domaine dans lequel j'enseigne, que ce soit en licence, en troisième année de licence ou en master, dans différents masters. Et c'est aussi mon domaine, bien sûr, de recherche. Donc, je travaille sur des problématiques liées au tourisme, aux aménagements, aux équipements, aux pratiques, aux usages liés au tourisme, aux pratiques récréatives et aux pratiques sportives. Je travaille tout particulièrement, à l'origine, je travaillais sur le nautisme, tout particulièrement. D'accord. Et depuis combien de temps travaillez-vous à l'UBO? Alors, j'ai passé ma thèse en 1993, donc ça fait quelques années, et j'ai été recruté à l'UBO en 1995 comme maître de conférence. Donc ça fait 25 ans, en quelque sorte, que je travaille dans cette maison, qui est l'Université de Bretagne occidentale. J'avais travaillé auparavant, pendant 7 années, dans le secondaire, comme professeur d'histoire géo, en fait, parce que j'avais passé des concours étant à la fin de mes études de géographie, et donc j'ai fait d'abord de l'enseignement secondaire avant de rentrer à l'université. D'accord. Donc au sein de l'UBO, vous êtes maître de conférence et professeur donc aux troisième année, vous me disiez, et au master. Voilà, donc j'enseigne à différents niveaux. Donc j'ai enseigné autrefois en première année de licence, deuxième année, et actuellement uniquement en troisième année de licence et dans différents masters. D'accord. En licence professionnelle également. J'enseigne une licence professionnelle dans le domaine du tourisme également. D'accord. En quelques mots, est-ce que vous serez capable de définir votre métier? C'est un métier, en fait il y en a plusieurs en fait, dans le métier d'enseignant-chercheur. On fait bien sûr de l'enseignement et de la recherche comme l'indique l'intitulé de l'activité, mais on fait aussi de l'administration, beaucoup, trop parfois. On fait aussi de l'encadrement, de formation, le suivi des étudiants, que ce soit dans le cadre de projets tutorés, dans le cadre de stages, etc. Donc le rapport avec les étudiants ne se limite pas aux enseignements. Donc c'est oui, ce mot de diversité qui, à mon avis, correspond le mieux au métier qu'on exerce. Oui. Et selon vous, quelle serait la qualité phare d'un professeur d'université? Alors, qualité, je pense qu'il faut être à l'écoute aussi des étudiants, tout simplement, être à l'écoute. C'est le propre aussi de la pédagogie. Hein. La pédagogie, ça ne marche pas à sens unique. C'est un aller-retour entre un enseignant et un public, quel qu'il soit. Donc je pense que c'est ça, être à l'écoute, se mettre à la portée d'eux, etc. Parce que ça aussi, c'est un travail en fonction des années. On ne parle pas de la même façon à un étudiant de première année de licence qu'un étudiant de master 2. Donc il y a une question d'adaptabilité aussi. Et puis une curiosité qui est plus propre à notre profession, mais qu'on doit retrouver aussi chez les étudiants de géographie, j'allais dire la curiosité, l'ouverture, l'envie de connaître différentes choses, enfin voilà, tous ces aspects liés à la curiosité, à l'ouverture, oui, certainement. D'accord. Et la géographie, pour vous, c'est un premier choix ou une réorientation au niveau des études? Alors, c'était, comment dirais-je, effectivement, c'est une question qui est importante parce que lorsqu'on sort du lycée, de son bac, on n'a pas toujours une vision très très précise des différentes filières qu'on peut emprunter. Moi, j'étais intéressé à titre personnel par tout ce qui touchait aux sciences de la Terre et à l'environnement. Et j'avais pas conscience, bien que j'avais suivi bien sûr comme tous les élèves des cours d'histoire et de géographie au lycée, j'avais pas conscience très naïvement qu'il puisse y avoir une filière géographie. Donc je m'étais, comment dirais-je, inscrit dans des filières à la fac de sciences, hein, sur les filières sciences sciences, sciences de la vie, sciences de la terre. Et donc il y avait une partie des enseignements qui m'intéressait beaucoup, donc tout ce qui touchait à la géologie, à la biologie animale, biologie végétale, mais j'avoue qu'il y avait une partie plus tournée vers les maths, physique, chimie qui m'intéressait moins. Et en fait, pendant cette première année de fac de sciences, j'ai rencontré, comme c'est souvent le cas, hein, c'est souvent le bouche à oreille, j'ai rencontré des étudiants qui travaillaient en géographie, ils m'ont
parlaient de leur programme, de ce qu'ils faisaient, et de toute l'ouverture non seulement aux sciences de la Terre, mais aux sciences de l'homme aussi, enfin aux sciences humaines. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Donc je me suis inscrit en géographie, et puis là ça a été vraiment ma voie. Enfin, j'ai vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à suivre ces années de formation, que ce soit en licence. À l'époque, il n'y avait pas de master, il y avait la maîtrise, la 4e année, où on faisait un travail de recherche personnelle qui était vraiment quelque chose de très très intéressant. Pendant toute une année, en fait, on travaillait sur un sujet de recherche. Et puis la 5e année, qui était l'année de DEA, qui était aussi une année d'apprentissage à la recherche. Donc ça a été des années vraiment passionnantes, mais vous voyez, au départ, c'était pas vraiment ça qui m'avait attiré. Je n'étais pas allé spontanément vers la géographie, j'ignorais finalement que cette filière existait. Alors, une fois que je me suis lancé dans les études de géographie, j'ai aussi découvert l'histoire. Enfin, découvert entre guillemets, puisque comme tout lycéen j'en avais fait avant, mais découvert l'histoire à l'université, et c'est aussi dans le principe des modules de découverte, etc. Donc l'histoire étant souvent associée à la géographie, et c'est aussi une discipline qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça qu'en termes d'orientation professionnelle, j'ai choisi de passer les concours aussi. Donc j'ai passé les concours d'enseignement, donc j'ai eu la chance d'être reçu au concours, et je suis donc, ce que je me disais tout à l'heure, devenu professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, et ce n'est qu'après être en situation d'enseignant dans le secondaire que j'ai fait à l'époque mon DEA, puis ma thèse de doctorat, tout en étant prof. Voilà, donc l'enseignement supérieur est venu sur le tard, si on peut dire. D'accord. Et quel était, si vous en aviez votre métier rêvé quand vous aviez 10 ans? Alors, j'avais des idées, disons, ouais, assez précises, c'est vrai. Je pense à 2 métiers qui me faisaient rêver. C'était la paléontologie et l'ornithologie. Donc c'était vraiment deux domaines qui m'attiraient tout particulièrement, dans lesquels j'étais assez engagé, bon, pas enfant mais adolescent, dans le niveau associatif, etc. etc. Donc c'est un domaine que je n'ai pas perdu de vue à titre d'amateur, et voilà. Mais finalement la géographie, par son ouverture aussi à l'environnement et aux sciences de la Terre, m'a permis aussi d'assouvir un petit peu cette passion d'une certaine façon. Et donc, au cours de votre carrière, vous avez eu beaucoup de travail de terrain et aussi de travail de rédaction, j'imagine, dont la thèse. Et parmi ces travaux, quel est celui qui vous a le plus intéressé et pourquoi ? Alors c'est vrai que là aussi, ça on répond à la question de tout à l'heure sur la diversité. Si on prend le cas de la recherche ou du travail de terrain, là aussi c'est extrêmement diversifié. Ce qu'on a pu faire il y a 2-3 ans, c'est pas identique à ce qu'on fait maintenant ou de ce qu'on fera plus tard. Donc il y a aussi ce renouvellement perpétuel. Alors moi j'ai eu la chance, c'est aussi le propre de la géographie, de voyager beaucoup et d'avoir aussi des partenariats avec d'autres collègues du département de géographie, des échanges très très riches avec des universités et des universitaires latino-américains notamment. Donc on a mis en place des conventions entre l'UBO et des universités latino-américaines. Je pense en particulier à l'université de La Plata et celle de Mar del Plata en Argentine. Et actuellement, moi je porte une convention entre l'UBO et l'université de Valparaiso au Chili. Donc ça, c'est des espaces sur lesquels on travaille. C'est moi, mon domaine de terrain, notamment, de terrain de recherche. Donc je travaille, puisque je vous disais en introduction que je travaille sur le tourisme, les activités récréatives, donc c'est quelque chose que l'on peut pratiquer évidemment en Bretagne. J'ai évidemment travaillé sur ces questions-là en Bretagne, en France, mais aussi dans ces pays latino-américains. D'accord. Et quel est le pays que vous avez le plus aimé étudier Alors celui que j'ai le plus aimé étudier, c'est peut-être celui dans lequel je suis allé le plus souvent, justement, et que je connais sans doute le mieux, c'est l'Argentine, qui est un pays absolument passionnant, méconnu souvent des Français, mais c'est un pays qui est tout à fait passionnant à étudier par son immensité, sa diversité paysagère, par des problématiques géographiques extrêmement passionnantes. Enfin, et puis bon, tout ça a été aussi facilité par l'excellence des relations qu'on a pu avoir avec les universitaires argentins avec lesquels on travaillait. Donc c'est pour moi l'Argentine, ça a été un grand terrain d'études, et ça reste comment dirais-je, quelque chose de fort dans ma carrière. D'accord. Et y a-t-il un pays ou une région du monde que vous aimeriez étudier ou visiter ?
Alors, il y en a beaucoup. Alors, le problème, c'est que, enfin, le problème, je ne sais pas si c'en est un, mais quand on est enseignant-chercheur, on ne peut pas non plus se disperser complètement parce que c'est pas du tourisme, hein. On ne visite pas tel ou tel pays pour son plaisir. Donc, souvent, on est investi sur une région du monde ou un pays, on y passe beaucoup de temps. Et voilà. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres. Je vous disais que bon, j'ai travaillé sur d'autres. J'ai publié aussi sur d'autres pays, hein, sur l'Uruguay, sur le Mexique, sur le Brésil également, hein, voilà, donc je connais particulièrement bien l'Amérique latine. Après, il y a d'autres pays avec lesquels aussi j'ai eu l'occasion de travailler en Europe, notamment la Roumanie par exemple. Voilà. Quels sont les pays avec lesquels j'aimerais travailler maintenant? C'est vrai qu'il y a des pays, je ne vous cacherai pas que ce sont les pays émergents en matière touristique qui m'intéresseraient en termes d'études, hein. Je pense à certains pays d'Asie du Sud. Une collègue, Emmanuel Pével, qui travaille beaucoup sur le Vietnam. Ça, c'est un pays extrêmement intéressant à étudier sur le plan touristique. Donc, ces pays émergents en matière de tourisme seraient pour moi un terrain d'études très, très intéressant. Mais encore une fois, on ne peut pas se disperser malheureusement sur tous les pays du monde. D'accord. Et est-ce qu'il y a un thème que vous aimeriez aborder avec vos étudiants et qui n'est pas dans le programme ou qui l'est mais pas assez et que vous aimeriez approfondir un peu plus? Oui, je comprends. Alors, oui, ce serait un enseignement qui, effectivement, ne relève pas de la maquette qui est proposée ici, et rarement d'ailleurs des maquettes en géographie, bien que ce soit un champ d'études que certains géographes ont adopté, c'est la géographie des sports. Alors, ça peut paraître assez curieux de dire ça comme ça, mais les pratiques sportives, les aménagements, les équipements sportifs représentent pour moi des vraies problématiques géographiques avec des enjeux très particuliers. Alors, certains géographes s'y sont plongés, hein, véritablement. Je pense à des collègues qui ont travaillé par exemple sur la géographie du rugby ou sur les territorialités du surf par exemple. Donc ce sont des vrais sujets, alors, qui peut-être à une époque ne faisaient pas sérieux entre guillemets, mais qui sont aujourd'hui tout à fait reconnus. Donc ça, c'est un domaine qui, je pense, pourrait être intéressant. Maintenant, on ne peut pas tout faire dans une maquette de géographie, hein, pour des licences, c'est évident, mais ça pourrait faire partie des choses intéressantes à voir. Et au-delà même de la géographie du sport, j'ai envie de dire la géopolitique du sport, parce que derrière, notamment les grands événements sportifs, hein, vous le savez très bien, que sont les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de foot, il y a derrière ça des enjeux politiques extrêmement forts, hein, d'exister, de revendiquer, voilà, c'est quelque chose, on l'a vu pour l'exemple du Qatar et la prochaine Coupe du Monde. Enfin, c'est des choix, ça va bien au-delà du sport, bien entendu, et la géographie est tout à fait partie prenante de ces problématiques. Ouais. Alors moi, donc, avant de vous interviewer, j'ai fait quelques recherches sur vous et j'ai remarqué que vos derniers travaux et vos dernières actions, donc comme bon, ça remonte un peu, mais l'ouverture de 2 licences professionnelles et d'un master, que vous vous intéressiez énormément au tourisme et notamment au tourisme nautique. Oui. Y a-t-il une raison à cela? Alors, parfois les choses s'enchaînent sans qu'on les maîtrise complètement. Alors, je vais revenir peut-être sur la question des formations tourisme dans un deuxième temps, mais pourquoi le tourisme? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose que je n'avais pas prémédité, si je peux dire. Lorsque j'ai fait mon DEA, à l'époque en géographie, je cherchais une thématique, hein, de recherche, et en fait, il se trouve, c'était à la fin des années 80, il y avait des gros problèmes d'aménagement sur le littoral en matière de port de plaisance. Il y avait des projets partout, n'importe quand, n'importe comment, enfin c'était du grand n'importe quoi, souvent des projets qui étaient très très polémiques en plus, hein, qui soulevaient beaucoup de passion, avec des projets mal ficelés, etc. Enfin c'était des vrais enjeux d'aménagement littoral. Donc je me suis lancé là-dessus, j'ai travaillé dans le cadre de mon DEA sur des ports de plaisance, et à l'époque c'était Saint-Quay-Portrieux, Trébeurdin, Loctudy, qui étaient des ports qui posaient problème, hein, dans leur construction, et qui c'était un vrai sujet de géographie. Et puis de fil en aiguille, de ce DEA, je suis passé à une thèse de doctorat sur les ports de plaisance à l'échelle du Finistère, donc j'ai travaillé sur les ports de plaisance, et puis après avoir soutenu ma thèse sur les ports de plaisance, eh bien ça s'enchaîne, c'est-à-dire on élargit petit à petit, donc des ports de plaisance, je suis passé à la plaisance et aux pratiques plaisancières, et de là je suis passé aux activités nautiques
plus largement, parce que ça dépasse le strict cadre de la seule plaisance, aux activités nautiques, et puis de là aux activités récréatives, et puis de là au tourisme. Ça s'est fait par auréole, en quelque sorte, progressivement, ça s'est élargi. Et donc j'en suis arrivé à la géographie du tourisme et des loisirs. Et en ce qui concerne les formations, bien finalement, c'est un petit peu lié à ça. Une fois que je me suis engagé dans la géographie du tourisme, je me suis rendu compte sur le plan professionnel, il manquait aussi certaines formations dans des domaines très particuliers. Donc j'ai créé en 2001 la première licence professionnelle, une des premières de l'UBO, et la première licence professionnelle de la Fac des Lettres. Donc ça fait 20 ans maintenant. Elle porte sur les hébergements touristiques. Et j'ai créé ensuite une seconde licence professionnelle en 2011 qui porte sur la conception de produits touristiques. Et après, j'ai souhaité qu'on aille plus loin collectivement parce que je suis parti du constat suivant, c'est que la Bretagne, c'est une grande région maritime, c'est une grande région touristique et on n'avait aucune formation de niveau Bac+5 sur le tourisme et le littoral. Donc il y avait, or le littoral étant aussi le domaine de spécificité de l'UBO, il y avait vraiment un manque qui était assez étonnant. Donc moi j'ai souhaité mettre en place ce master. Donc il existait bien sûr des masters d'aménagement littoral, je pense au master EGEL, bien sûr que vous connaissez, mais un master spécifiquement ciblé sur les activités littorales, qui sont très diverses d'ailleurs, parce qu'on pense au balnéaire, mais ça peut être justement le nautisme, ça peut être le patrimoine maritime, ça peut être la croisière, ça peut être la thalassothérapie, enfin c'est un univers extrêmement large, et donc il n'y avait pas de formation là-dessus. Donc j'ai mis en place ce master en 2016, et puis donc on en est à sa 5e promotion, et on a des partenariats très forts avec les professionnels du tourisme du secteur, et puis les étudiants arrivent à se caser très facilement une fois qu'ils sont diplômés de cette formation. Ok, d'accord. Bon, on passe sur une question beaucoup plus simple. Quimper ou Brest ? Ah, Quimper ou Brest, les deux mon général. Alors, je suis quimpérois de naissance et de cœur. Mon poste initialement était à Brest, puis il a été transféré à Quimper en tant que maître de conférence dans les années 2005 ou 2006 à peu près. Et j'ai un attachement, je ne vous cacherai pas, pour le pôle universitaire Pierre-Jacques-Hesselias parce que c'est une antenne délocalisée de l'université de Bretagne occidentale. Pour ceux qui connaissent, un très bel équipement, le pôle Pierre-Jacques-Hesselias. Et pour moi, c'est un pôle qui a un rôle social extrêmement important puisqu'il permet à des jeunes de suivre des études supérieures sans être obligés de dépenser le coût d'un logement étudiant. Donc on a beaucoup d'étudiants du Sud Finistère, pas forcément de Quimper, mais qui viennent de Concarneau, du Pays Bigoudin, etc., qui peuvent faire des études supérieures parce qu'ils ont la possibilité pendant la première, deuxième, troisième année de rester vivre finalement chez leurs parents. Donc il y a un rôle social qui est tout à fait important, avec des enseignements qui sont évidemment tout à fait de qualité, au même titre que, évidemment, qui n'a rien à envier avec ce qui se fait à Brest, bien entendu, au moins pour le premier cycle. Voilà, donc moi je suis très attaché. En même temps, je suis très brestois aussi, parce que, comment dirais-je, le département, il est à Brest, mes collègues sont essentiellement à Brest, mon laboratoire est à Brest, etc. Donc je travaille en fait sur deux sites, et voilà, donc c'est une question d'organisation, et pour moi ça ne pose pas de problème de ce double lieu en quelque sorte. D'accord. Et pour finir, auriez-vous une anecdote marquante qui vous a marqué au long de votre carrière, de vos voyages, de vos découvertes ? Alors là, vous me prenez à froid. Là, une anecdote, c'est pas vraiment une anecdote. Ce qui m'a marqué dans ces années de carrière, j'évoquais l'Amérique latine, il n'y a pas comme ça d'anecdote spécifiquement qui me viennent à l'esprit, mais par contre, ce que j'ai envie d'évoquer, c'est au-delà de la dimension professionnelle, académique, etc., c'est les relations humaines qu'on a pu établir avec des collègues étrangers, qui sont devenus des amis, véritablement. Hein. Ça a été bien au-delà du travail. On a gardé des liens amicaux extrêmement forts qui se sont d'ailleurs un petit peu poursuivis par nos enfants aussi, hein, qui sont en âge d'être étudiants et qui ont pu aussi continuer ces liens. Enfin, c'est ce côté quasi affectif en quelque sorte, hein, ou amical qui dépasse les dimensions uniquement professionnelles. C'est ça que j'ai envie de dire, de souligner. Et puis c'est ça aussi qui fait la richesse du métier de géographe, quoi, d'aller l'altérité
diversité, de rencontrer du monde, d'autres paysages, d'autres modes de vie, d'autres cultures, etc. Et pour ça, la géographie est une science qui est tout à fait merveilleuse pour aborder cette diversité des cultures et des pays. Voilà. Merci à vous.